Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle grosse vidéo quand même pour vous expliquer comment fonctionne le nouveau parcours de qualification pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Et oui, car la semaine dernière, World Climbing, la Fédération Internationale d'Escalade, a annoncé avoir validé avec le CIO le nouveau parcours de qualification pour Los Angeles qui s'étalera sur 2027 et 2028. Alors oui, 2027 ça paraît un peu loin, c'est vrai qu'on a encore toute une saison compétitive pour voir venir et pourtant il y a déjà énormément de choses à dire sur ce nouveau parcours olympique. Vous allez le voir en bien et en mal, et d'ailleurs j'ai pas vu beaucoup de médias en parler extrêmement dans le détail, donc on va s'en occuper. Et pour ça, je vous propose déjà de récapituler ce qu'on savait. Vous le savez, à Los Angeles, l'escalade participera aux Jeux Olympiques pour la 3e fois de son histoire, après Tokyo en 2021 et Paris en 2024. Et à chaque fois, on a eu le droit à des règles différentes. À Tokyo, il n'y avait qu'une compétition qui englobait les 3 disciplines, vitesse, bloc et difficulté, ce qui nous aura valu un système de points absolument immonde. À Paris, c'était déjà beaucoup mieux, et on avait d'un côté la vitesse et de l'autre le combiné bloc-difficulté. Et enfin, après une annonce tant attendue, ça y est, à Los Angeles, nous aurons 3 épreuves distinctes avec le bloc, la difficulté et la vitesse. Au niveau de la répartition des places, nous aurons 12 places par discipline et par genre en bloc et en difficulté et 14 places par genre en vitesse, ce qui nous donne un total de 76 places en tout, sans oublier bien sûr la règle spécifique aux Jeux Olympiques qui implique qu'un pays est limité à 2 athlètes par discipline et par genre. A noter d'ailleurs que ces 76 places, elles font référence à 76 grimpeurs différents, et ça, si ça peut paraître évident pour vous, eh bien ça aura son importance plus tard, on va y revenir dans la vidéo, et pour ne pas l'oublier, je prends cette boule de pâte à fixe que je pose ici. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est surtout le calendrier de ce nouveau parcours de qualification olympique et comment on obtient ces précieux tickets. Et pour ceux qui ont suivi Paris 2024, vous allez voir, c'est sensiblement la même chose et en même temps avec de grosses différences quand même. Déjà, comme pour Paris 2024, nous aurons 3 moyens de qualification principaux: les tournois continentaux, les championnats du monde et les Olympic Qualifiers Series. Les tournois continentaux d'abord seront organisés au nombre de 1 par continent: Amérique, Europe, Asie, Afrique et Océanie, et évidemment chaque grimpeur ne pourra participer que dans le tournoi de son continent. Mais pour cette édition, contrairement à Paris 2024, ils seront divisés en 2 parties. La première aura lieu entre juin et juillet 2027 avec le tournoi continental européen qui se déroulera à Istanbul en Turquie et le tournoi de qualification panaméricain qui se déroulera à Lima au Pérou. La particularité de ces 2 tournois de qualification continentaux par rapport aux autres, c'est qu'ils se dérouleront pendant les Jeux européens et les Jeux panaméricains. Alors factuellement ça change pas grand chose, c'est juste qu'à côté de l'escalade, il y aura d'autres sports dans la même compétition. Voilà, ça change vraiment rien pour l'escalade. Les tournois continentaux des autres continents, à savoir pour l'Asie, l'Océanie et l'Afrique, se dérouleront eux entre septembre et décembre 2027 et pour l'instant leur localisation n'est pas connue. Au niveau de l'attribution des places, chaque tournoi continental distribuera une place par discipline et par genre. En gros, pour se qualifier, faut gagner. Simple. Ensuite, nous aurons les championnats du monde toujours en 2027 à Brno, en République tchèque, qui ne se dérouleront pas après les tournois continentaux, mais bien entre les 2 sessions en août 2027. Et ici, contrairement à Paris 2024, et conséquence directe de la division des 3 épreuves, il ne faudra plus se contenter d'être sur le podium, mais bien de remporter les championnats du monde pour se qualifier avec seulement un ticket distribué. Enfin, le parcours se terminera en 2028 avec les Olympic Qualifier Series, qui se dérouleront non plus sur 2, mais 3 étapes et qui, au bout de celles-ci, délivreront un classement général dont les 4 meilleurs grimpeurs de chaque discipline seront qualifiés au JO 2028 pour le bloc et la difficulté et les 6 meilleurs pour la vitesse. Si je récapitule, on a donc 5 places pour les tournois continentaux, 1 place pour les championnats du monde et 4 ou 6 places pour les Olympic Qualifiers, ce qui nous laisse encore 2 places disponibles dans chaque discipline. Pour cela, on aura comme à Paris une place réservée pour le pays hôte, à savoir les États-Unis, et une place pour l'universalité, ce qui veut dire qu'elle sera distribuée à un athlète répondant à quelques critères sportifs et qui appartient à un pays jugé émergent dans l'escalade. À l'issue de ces dernières décisions, on aura donc bien 12 places par genre et discipline en bloc et difficulté, et 14 par genre en vitesse, et pour que vous puissiez bien visualiser tout ça, voici un petit tableau récapitulatif de tout ce qu'on a dit sur ce parcours de qualification olympique. Voilà, donc maintenant que vous avez ce calendrier et ce mode de distribution des places en tête, on va pouvoir parler des quelques critiques que subit ce parcours. D'abord, la première chose pointée du doigt est le nombre de places disponibles sur ces jeux, car si au total Los Angeles aura le droit à légèrement plus de places qu'à Paris, remis au nombre de disciplines, c'est bien moins que la précédente édition, et 12 grimpeurs en bloc et en difficulté, c'est très peu, surtout avec les différentes modalités d'obtention des quotas qui se soucient beaucoup de la représentativité.
En fait, si je considère que l'Afrique et l'Océanie seront des continents qui seront sportivement un peu en dessous, alors à quelques catégories près, et que je rajoute en plus les places réservées aux pays hôtes et à l'universalité, ça fait quand même un tiers des places réservées à la représentativité. Et c'est bien, mais ça fait beaucoup. De la même façon, une place seulement allouée pour les championnats du monde, la compétition la plus concurrentielle, ça paraît assez peu. Après ça, de toute façon, ce sont des règles imposées par le CIO, et foncièrement, c'est vrai que c'est pas totalement injuste, hein, c'est l'esprit Jeux Olympiques, ça permet à d'autres pays de participer, donc c'est plutôt pas si mal. Par contre, on a d'autres vrais soucis d'équité sportive en lien avec des règles additionnelles dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est le moment. Par exemple, on le savait depuis quelques mois maintenant, un athlète peut se qualifier à plusieurs disciplines, et notamment cas le plus probable, en bloc et en difficulté. Ce qu'on ne savait pas en revanche, c'est que si un athlète se qualifie à la fois en bloc et à la fois en difficulté, ça ne comptera pas comme 2 places prises, mais bien une seule. Je m'explique. En fait, quand je dis que pour le bloc et la difficulté, il y a 12 places par discipline et par genre, on parle de 12 athlètes différents. Donc par exemple, chez les hommes, on attendra 24 athlètes différents sur les 2 disciplines. Sauf que si un athlète se qualifie dans les deux, eh bien on n'aurait pas 24 athlètes différents, mais 23. Et c'est pour ça qu'en cas de double qualification d'un athlète, une sera remise en jeu. Alors dans les faits, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, c'est trop cool, ça permet d'avoir plus de personnes théoriquement engagées dans chaque discipline, mais du coup il y a un souci, parce qu'il nous manque une personne, mais on a 2 disciplines, donc la place supplémentaire, on la met où? En bloc ou en diff? Et bien selon le système mis en place par World Climbing, en cas de double qualification d'un athlète, sa qualification dans la 2e catégorie dans laquelle il s'est qualifié ne serait pas considérée comme un quota, et c'est donc dans celle-ci qu'une place supplémentaire sera attribuée. Alors sur le papier, d'accord, c'est un moyen de départager comme un autre, mais en fait c'est hyper injuste, et surtout ça rend les formats hyper dépendants des dates. Je veux dire, la première discipline qui va être organisée va être lésée par rapport à la deuxième. Par exemple, au tournoi continental européen, imaginons qu'Yannia Garnbret se qualifie à la fois en bloc et en difficulté, mais que la finale de bloc ait lieu avant la finale de difficulté, eh ben ce sera une grimpeuse en difficulté qui aura le droit à une place supplémentaire. Je veux dire, pourquoi? C'est ok, mais c'est pas très juste quand même, ça c'est pile ou face. Ah, et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais ce système de redistribution des places, il marche pas pour la vitesse. Bon, déjà, ce serait très improbable qu'un athlète se qualifie à la fois en vitesse et dans une autre discipline, mais en plus, avec la vitesse et les tableaux à élimination directe, il nous faut un nombre clair de grimpeurs, donc pas possible. Et ça, du coup, c'est la première vraie injustice de ce parcours. Mais c'est pas la plus grosse. Si on reprend notre calendrier, je vous l'ai dit, les tournois continentaux sont séparés en 2 sessions, entre lesquelles s'intercalent les championnats du monde. Une information qui n'a l'air de rien, mais qui pourtant remet en cause toute l'équité sportive du parcours. Et pour comprendre pourquoi, il faut que je vous parle d'une autre modalité dont je vous ai pas encore parlé. Une fois qu'un athlète a obtenu son ticket pour Los Angeles 2028, il ne peut plus participer aux autres compétitions du parcours de qualification olympique. Et c'est là que la disposition des étapes dans le calendrier prend toute son importance. Je m'explique. Imaginons que je suis Oriane Berton. Je sais, faut imaginer très fort. J'arrive au tournoi de qualification européen qui se déroule à Istanbul en juin ou juillet 2027. Logiquement, la grande favorite de ce tournoi, disons en bloc, ce sera la Slovène Yannia Garnbret. Oriane termine donc 2e du tournoi, ce qui ne la qualifie pas pour Los Angeles, mais maintenant, ses prochaines options pour se qualifier sont les championnats du monde, où la concurrence sera bien plus rude, et on peut donc imaginer qu'Oriane ne se qualifie pas aux championnats du monde, et doivent encore attendre 2028 et les Olympic Qualifier Series pour se qualifier. A l'inverse, si les championnats du monde se déroulaient avant le tournoi de qualification européen, on pourrait imaginer que Yannia Garnbret ait déjà été qualifiée via les championnats du monde, laissant la voie libre à Oriane pour se qualifier directement via le tournoi de qualification européen. Et dans le cas d'une athlète comme Oriane Berton, c'est vrai qu'on a rapidement fait de se dire oui bon après Oriane elle a le niveau, au pire si elle se qualifie pas aux championnats du monde, elle se qualifiera aux Olympic Qualifier Series. Et c'est sûrement vrai, mais dans la tête d'un athlète, déjà ça fonctionne pas comme ça, et en plus ça implique une préparation bien différente, beaucoup plus longue, plus incertaine, avec des risques de blessures, des risques de perte de forme, et en plus je vous rappelle que pour cette édition, il y a 3 compétitions des Olympic Qualifier Series, donc ça met une charge monumentale supplémentaire. Et d'ailleurs effectivement, si pour certains athlètes ça retarderait juste la qualification, bah pour d'autres ça la rend franchement incertaine. Par exemple chez les hommes en bloc, le favori pour se qualifier au tournoi de qualification européen sera probablement Mejdi Schalk. Et bien derrière lui, le premier européen au classement mondial de bloc, c'est le belge Hannes van Duysen. Et Hannes van Duysen, même s'il est très bon et que ce sera sûrement l'un des favoris pour ça, se qualifier aux Olympic Qualifier Series, c'est pas gagné hein. Et là, si vous suivez bien depuis le début, vous avez peut-être tiqué sur un truc. Si, quand on est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques, on peut pas participer aux compétitions suivantes, ça veut dire que si on se qualifie au tournoi continental européen, on peut pas participer aux championnats du monde? Alors, c'est bien vu, mais il y a une exception.
Pour les championnats du monde et uniquement les championnats du monde, il existe une clause spécifique expliquant que si un athlète est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques, il peut tout de même participer, mais en cas de victoire, la place pour les JO sera simplement attribuée à la personne derrière lui. Et là vous me dites, ok, c'est juste, fair enough, d'accord. Eh ben non, même pas, parce que cette clause, elle implique encore une injustice. Je reprends mon exemple, Yania Garnbret se qualifie en bloc via le tournoi de qualification européen, puis participe au championnat du monde toujours en bloc. En demi-finale, elle termine première et se qualifie pour la finale. Problème, la grimpeuse qui termine 9ème, et donc une place à l'extérieur de la finale, est éliminée alors qu'elle aurait très bien pu remonter son classement en finale si Yania n'avait pas participé. Alors oui, là je vous l'accorde, c'est plus léger, et encore, mais surtout, là on parle de bloc ou de difficulté, mais là où c'est très important, c'est en vitesse. Et d'ailleurs, le cas était déjà arrivé pour se qualifier à Paris 2024. À l'époque, l'américaine Emma Hunt s'était qualifiée via les championnats du monde d'août 2023. Mais selon une clause particulière similaire à aujourd'hui, l'américaine avait le droit de participer aux Jeux panaméricains quelques semaines plus tard et qualificatif pour Paris 2024. Là-bas, en demi-finale, Emma tombe contre l'équatorienne Andrea Rojas, l'une des favorites du tournoi derrière Emma. Sauf que face à elle, Andrea ne peut rien faire et s'incline, et Emma qualifie donc par défaut sa compatriote Piper Kelly qui remporte l'autre demi-finale. En bref, un mauvais tirage au sort, et paf, tu sors sans même avoir eu la chance d'affronter tes adversaires directs. Ça fait chier. Bon, alors maintenant, il est temps que je nuance un peu. C'est vrai que je parle de tous ces problèmes d'équité sportive et d'injustice comme si c'était une honte absolue et que ça allait complètement biaiser les Jeux Olympiques. Non, ça restera assez marginal. Mais quand même. Pour nous, spectateurs qui ne recherchons qu'un beau spectacle, ça ne change pas grand chose, mais pour un athlète qui poursuit son rêve olympique pendant des années, avec une charge de travail et des sacrifices monumentaux, c'est le risque de se voir balayer un rêve sur un point de règlement, et c'est dommage. Voilà, alors maintenant c'est vrai qu'il faut entendre que organiser un événement de ce type, c'est une galère monstrueuse, on peut quasiment jamais faire quelque chose de parfaitement équitable, on a les mains liées au niveau des dates, de plein d'autres aspects logistiques, et je suis sûr que ces Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 vont quand même être géniaux. D'ailleurs, il y a plein de choses exceptionnelles sur lesquelles je me suis pas attardé, mais franchement, le cross-qualification, je suis sûr qu'on a tous hâte de voir Yania Garnbret ou Sorato Henreku essayer de se qualifier dans les deux disciplines et de rincer tout le monde derrière. Bref, ça va apporter énormément de hype et ça va être super. Bref, en tout cas, comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et surtout qu'elle vous a bien permis de tout comprendre sur ce nouveau parcours de qualification olympique. Si c'est pas le cas, que vous avez encore des questions ou simplement des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime, vous abonner, activer la cloche, bref, vous connaissez la rengaine. On a également une page Tipeee pour nous soutenir financièrement, tout est dans la description de la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!